le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorilas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, frappé par la grippe. De retour pour cette page internationale, plus de peur que de mal, je suis en pleine forme. Bonsoir Jonel, bonsoir Aubin, bonsoir aux auditeurs à la radio évangélique Osana. C'est de Ponton FM à Jacmel, depuis la newsroom, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, pour présenter cette page internationale. La série de tempêtes en Californie qui dure depuis décembre a déjà tué 17 personnes. Un enfant de 5 ans est porté disparu. Des dizaines de milliers d'habitants ont été évacués. Voici un reportage à signer TF1. Ça n'en finit plus. Depuis le 31 décembre, la Californie a essuyé 3 tempêtes et la 4e arrive ce mardi. Du nord au sud de l'État, 34 millions de personnes concernées par l'alerte météo. C'est sans doute les pires inondations que j'ai vues depuis que j'habite ici, c'est-à-dire depuis 1994. Pluie torrentielle, inondations, montée des eaux, coulée de boue, glissement de terrain et vent très fort. De nombreuses évacuations dans tout notre secteur car ces inondations pourraient être meurtrières. Près de 50 000 évacuations, notamment dans la région de Santa Barbara, résidence de nombreuses stars comme le prince Harry ou ici la célèbre présentatrice Ellen DeGeneres. D'habitude, ce ruisseau derrière ma maison est toujours à sec. Dans la capitale Sacramento, les vents ont causé de gros dégâts dans le centre-ville. Dans les montagnes californiennes, c'est la neige qui est tombée en abondance, plus de 3 mètres. Et dans tout l'État, plus de 250 000 foyers et entreprises sans électricité ce matin. Après 10 jours de mauvais temps, le bilan est lourd. Au moins 14 habitants morts dans ces tempêtes à répétition et le phénomène devrait durer encore 10 jours. Ce lundi, jusqu'à 36 cm de précipitations par endroit sur des sols déjà saturés d'eau. 7 fois plus de pluie qu'en temps normal, alors qu'il y a quelques mois encore, la Californie enregistrait la sécheresse la plus forte de son histoire. Laissons la Californie, direction la Russie. Vladimir Poutine a assisté à une réunion avec les membres du gouvernement consacrée aux régions rattachées à la Russie au mois de septembre. Le soutien apporté aux citoyens de ces nouvelles entités a été abordé, ainsi que les sanctions occidentales. Vera Goffman nous apporte plus de précisions depuis Moscou, reporter de la RT. Vladimir Poutine s'est félicité du travail abattu par son gouvernement pendant l'offensive russe et alors que frappaient les sanctions internationales. Il a également réaffirmé sa volonté de consolider la souveraineté du pays et ce, malgré les pressions extérieures, en renforçant notamment l'indépendance financière du pays. Je vous propose d'écouter. Rien de ce qu'avait prévu notre adversaire ne s'est réalisé et ceci grâce en premier lieu à la mobilisation des citoyens russes, à leur volonté de répondre aux défis qui se posent, mais ce n'est pas en dernier lieu, évidemment, le moindre des mérites que celui du gouvernement qui a fait un travail efficace intéressé. On a vu les fruits de ce travail. C'est un travail qui a été bien organisé du point de vue techniquement et cela, évidemment, apporte des fruits, des résultats. Le président russe a souligné que les hostilités qui continuent dans les nouvelles régions russes ne doivent pas faire oublier la nécessité de trouver des solutions urgentes pour leurs habitants qui traversent un moment extrêmement difficile. Quant à la situation sur le terrain, au Kremlin, on ne confirme pas pour l'instant la prise de la ville de Soledar. Dmitri Peskov, le porte-parole du président russe, a néanmoins évoqué une dynamique positive concernant l'offensive russe. Écoutez. Attendez, ne nous précipitons pas. Attendons les déclarations officielles, il y a une dynamique positive dans l'avancement. Nous serons parvenus au succès quand nous aurons rempli les objectifs de l'opération militaire spéciale fixée par le commandant en chef. Bien entendu, les progrès tactiques sont importants, mais ils coûtent cher. Ils s'obtiennent au prix de l'héroïsme fantastique de nos soldats. Donc, c'est une nouvelle occasion d'être fiers de nos troupes qui sacrifient leur vie pour nous offrir ces progrès tactiques.
Plus tôt ce matin, c'est le fondateur et directeur de la société militaire privée Wagner, Yevgeny Prigojine, qui avait annoncé la prise de la ville de Soledar, un point stratégique pour l'approvisionnement des armées ukrainiennes qui pourrait ouvrir le chemin pour la prise de la ville de Bakhmut, autrement appelée Artyomovsk, parmi les dernières villes à libérer dans la région de Donetsk. Allons au Tigré. Le Tigré a remis ses armes lourdes dans le cadre de son engagement à mettre en œuvre l'accord Pretoria, signé le 2 novembre entre le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens, a affirmé dans un tweet Getachew Reda. Voici un reportage à signer Africa News. Au Tigré, les rebelles ont commencé à rendre leurs armes lourdes. Ce geste est un point clé de l'accord de Pretoria signé il y a plus de 2 mois entre le gouvernement éthiopien et les rebelles pour mettre un terme à ce conflit dans le nord du pays. L'accord de paix du 2 novembre prévoit notamment un désarmement des forces rebelles, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré et la réouverture des accès et communications vers cette zone qui est coupée du monde depuis 2021. Les combats dans la région avaient débuté en novembre 2020 après que le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée arrêter les dirigeants du Tigré qui contestaient son autorité depuis des mois et qui l'accusaient d'avoir attaqué des bases militaires fédérales. Le bilan précis de ce conflit est inconnu, mais selon l'ONU, les 2 années de guerre ont déplacé plus de 2 millions d'Éthiopiens, plongé des centaines de milliers de personnes dans des conditions proches de la famine et rendu plus de 13 millions de personnes dépendantes de l'aide humanitaire dans le nord du pays. Vent de panique aux États-Unis ce matin, la suspension des vols intérieurs. Cette suspension a été levée après une interruption de plusieurs heures. Voici un reportage à signer Euronews. Le trafic aérien des États-Unis paralysé ce mercredi suite à la panne d'un système d'information pour les pilotes et les équipages. Au moins plus de 3500 vols étaient retardés à 8 h du matin sur la côte est des États-Unis. La porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré qu'il n'y avait pas à ce stade de signes de cyberattaque et que le président Biden avait demandé au ministère des Transports de mener une pleine enquête sur les causes de l'incident. Plusieurs aéroports d'Amérique du Nord ont averti que des retards étaient à prévoir et invité les voyageurs à vérifier leur vol avant d'aller à l'aéroport. Avant de clore cette page internationale, le retour en Afrique, cette fois-ci en RDC, République démocratique du Congo. La force régionale est africaine. Est-elle nécessaire? C'est la question que beaucoup d'habitants, de membres de la société civile, se posent à Goma. Les premières troupes, notamment kenyanes, sont arrivées à Goma mi-novembre. Voici un reportage signé France 24. Au nord de Goma, cet étudiant attendait beaucoup de la force régionale est-africaine déployée en novembre dernier dans la région. 2 mois plus tard, il la juge inefficace. On pensait qu'ils sont venus pour combattre les terroristes M23, mais aujourd'hui ils se déguisent à force d'interposition. C'est pourquoi son existence ici ne nous arrange pas. Même constat amer pour cet acteur politique. Selon lui, l'arrivée des soldats kenyans censés stabiliser la région n'a pas empêché le M23 de lancer de nouvelles offensives. Des affrontements sont régulièrement signalés dans le territoire de Rutshuru. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pris une seule balle qui a été cryptée par un officier, un élément kenyan. De son côté, la force régionale rappelle que son mandat consiste à suivre le processus de désengagement du M23. Devant la presse, ses officiers expliquent que ce processus est bien engagé avec le récent retrait du M23 de 2 localités stratégiques. Nous avons été fin décembre à Kibumba et maintenant nous sommes à Rumangabo. C'est ce que vous appelez inefficacité. Mais pour ce collectif de groupes armés comme pour la société civile à Goma, ce retrait du M23 n'est pas effectif à 100%. Nous lançons une mise en garde aux troupes kenyanes. Elles sont venues pour jouer le jeu de l'ennemi. Elles ont annoncé le départ du M23 de Kibumba et appelé la population à regagner leur village. Mais nous voyons sur le terrain que le M23 garde ses positions. À Goma, on a hâte que les Kenyans passent à l'action. La force régionale est censée avoir un mandat offensif en cas de non-respect du retrait du M23. Un retrait réclamé par les chefs d'État d'Afrique de l'Est lors du mini-sommet organisé en Angola en novembre dernier. C'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation Télébeltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, et Alice Torella sur Boston, la capitale des grandes universités du monde.
Couleur du temps pour aujourd'hui, 33 degrés Fahrenheit. Ça donne 1 degré Celsius. C'est le froid. Il neigera demain à Boston. Oui, il faut prendre beaucoup de précautions. Ce qui m'est arrivé le week-end dernier, j'ai été frappé par le froid et la grippe m'a frappé. Eh bien, de retour en pleine forme après avoir pris les médicaments. Jacmel, 82 degrés Fahrenheit. 82 degrés Fahrenheit. Ça donne 28 degrés Celsius. Bonsoir Janelle, bonsoir aux Bans, bonsoir aux auditeurs à la radio Évangélique Hosanna. 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi. Bonsoir. À demain. C'était la page internationale avec Erich Dorelas.